Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous avec l'actualité et la découverte, ici en Savoie-Mont-Blanc. Vous en avez désormais l'habitude, cette émission est en direct également sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Nous attendons vos questions et vos commentaires avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, alors que les différentes Coupes du Monde de ski freestyle se sont achevées, plein feu sur le prochain White Festival du côté d'Albertville, avec Raphaël Regazzoni et Frédéric Joly, deux des organisateurs. Comme chaque mois, Vincent Poirier de BD Fugue viendra nous présenter les bandes dessinées du moment. Mais avant toutes ces réjouissances, les titres du journal avec toi, Olivia. Alors je ne sais pas si ton micro marche, on va essayer. Micro de secours pour Olivia, donc tu prends ton micro de secours. Du coup, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Très bien. Donc le JT, ce soir, on va commencer avec un reportage sur la semaine de l'industrie. Exactement, c'est la 8e édition de la semaine de l'industrie qui a débuté. Donc c'est partout en France, dont à Chambéry. C'est Guillaume Obléa qui s'est rendu chez SKF. Guillaume Obléa, à chaque fois que je me trompe, qui était chez SKF, qui sont à la pointe de la technologie. Et puis, tu t'es intéressé au tunnel du Mont-Blanc pour une série. Alors, ATMB, plus précisément. Donc, Autoroute tunnel du Mont-Blanc, exactement. Donc, sur 3 jours, on va découvrir les coulisses, tout simplement. Et ce soir, on commence avec Gilles Duport, qui est patrouilleur depuis 20 ans chez ATMB. Et tu viendras nous dire un petit mot demain sur le plateau d'Accès Direct. On bouscule un petit peu ce qui était prévu. On va enchaîner avec la revue de presse, parce que tous nos invités ne sont pas encore arrivés. Alors on démarre avec toi avec une visite qui ne fait pas que des heureux, c'est Dieudonné qui devrait donner un spectacle. Exactement, donc il devrait passer à Annecy lors de sa prochaine tournée. Le spectacle s'appelle L'Émancipation. Alors comme tu le sais, Dieudonné, il ne fait pas que des heureux, il crée plutôt aussi la polémique. Donc il y a un collectif Jeunesse contre la haine en Savoie qui a lancé une pétition où ils appellent Jean-Luc Rigaud à interdire le spectacle à Annecy. Pour l'instant, la mairie affirme qu'aucune salle n'a été louée dans la ville. Pourtant, des dizaines de places ont déjà été vendues. Donc, Dieudonné a affirmé sur son site internet que la représentation aura lieu à Annecy ou 20 km aux alentours. Et si la représentation a bien lieu, le lieu justement précis sera envoyé aux spectateurs, soit par SMS, soit par mail, juste avant la représentation. Dans le plus grand des secrets, je trouve ça incroyable. Affaire à suivre. Et puis une campagne de pub qui fait jaser en Suisse. Exactement, on en parlait la semaine dernière. Il y a le groupement transfrontalier européen qui a lancé une campagne publicitaire qui vise à casser les clichés par rapport aux travailleurs frontaliers tout simplement. Alors François Garçon, qui est historien à la Sorbonne, dézingue complètement cette campagne dans cet article du Temps. Selon lui, justement, ça renforce les clichés. Pourquoi ? Alors parce que, je cite, c'est une campagne qui sointe l'agressivité. Alors je prends exemple, un homme dans la trentaine, en gros plan, qui fixe son interlocuteur et qui dit « Je suis trans, est-ce que ça vous dérange ?» Ou encore « Oui, j'ai une double vie, ça vous choque ?» Donc c'est quelque chose pour comparer les transfrontaliers. C'est vrai que c'est un petit peu violent, je trouve, comme comparaison. Il ne va pas que te donner la cuillère. Exactement. Donc, c'est le groupement transfrontalier qui a fait cette campagne de publicité. Alors, l'historien conseille à l'agence de pub de plutôt s'inspirer, de bâtir une mosaïque de visages et de métiers qui rendrait la vie plus douce aux jeunes voix. C'est un article qui est très intéressant à lire dans le temps, justement, puisqu'effectivement, on peut se poser la question de savoir comment est-ce que cette campagne de pub a été faite. Tout ça pour casser les codes des transfrontaliers alors qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Et avec toi, Seb, on parle de la pénurie de médecins. Et oui, parce que quand on parle de pénurie de médecins, on pense surtout aux villages, aux milieux ruraux. Et pourtant, selon un article de France Bleu Pays de Savoie, les grandes villes savoyardes n'échappent pas à ce phénomène, puisqu'il faut savoir qu'en 2017, seulement 7 médecins généralistes libéraux se sont installés en Savoie et 8 praticiens ont pris leur retraite, dont 5 rien qu'à Chambéry. Ce sont donc des chiffres alarmants qui ont été publiés par le Conseil de l'Ordre des médecins de Savoie. Toujours selon cet organisme, 9 jeunes médecins sur 10 qui s'installent dans le département préfèrent être salariés dans un hôpital plutôt que d'être à leur compte. Et comme les médecins qui partent à la retraite sont de moins en moins remplacés, l'inquiétude est de plus en plus grande. Le centre-ville ne fait clairement plus recette au détriment des établissements installés en périphérie. On pense aux hôpitaux et aussi aux maisons de santé. Et puis ensuite, on parle de quelqu'un qui a voulu jouer et il a perdu. Oui, est-ce que tu savais que les radars, les détecteurs de radars étaient interdits? Oui.
Bah lui, apparemment, il ne savait pas. Parce que ce conducteur savoyard, il a appris à ses dépens. Il a été intercepté du côté de Yenne, en Savoie, alors qu'il roulait plutôt à vitesse normale, dans une belle voiture. Alors quand il s'est fait arrêter, il ne comprenait pas trop, on lui a expliqué. Et en fait, il était en possession d'un détecteur de radar, comme celui qu'on voit sur l'écran. C'est le genre d'appareil est donc interdit en France. Résultat, il risque 1 500 € d'amende, un retrait de 6 points, une suspension de permis, ainsi qu'une confiscation de son véhicule. Donc il sera jugé par le tribunal de police. On verra bien ce qui va lui arriver à ce pauvre monsieur. C'est cher. Merci beaucoup Olivia, Merci. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on va regarder, pour patienter, on va regarder une petite interview de Ludovic Scavin, le directeur général du groupe Radiance Humanis, qui nous parle d'une étude qu'ils ont lancée auprès de leur clientèle. Nous avons mené une étude où nous avons eu plus de 3200 répondants sur la région. Nous avons pu en tirer des enseignements à 3 niveaux. Premièrement, le budget moyen d'assurance des ménages est de plus de 200 € par mois. C'est un budget donc qui est conséquent. Deuxième enseignement, la durée de détention des contrats auto-habitation est de l'ordre de 7 ans. En 7 ans, les garanties du contrat souscrit se déconnectent de la réalité, comme par exemple pour l'habitation, où vous avez pu souscrire des nouveaux objets de valeur, et en même temps, ils se déconnectent au niveau du tarif marché. Troisième enseignement, eh bien, l'ensemble des foyers ne sont pas ou très peu couverts sur des nouveaux risques, comme par exemple la santé animale, un foyer sur 2 a un ou plusieurs animaux domestiques, ou un autre risque qui est celui de la protection juridique, avec Internet qui a véritablement pénétré la sphère privée, tant sur le plan de l'usurpation d'identité que de l'irréputation. Nous avons souhaité mettre en place un nouveau service, radiance360.fr, qui permet de combiner le meilleur du digital au meilleur de l'humain. Le digital, ça va très vite, c'est ludique. L'humain, c'est bien évidemment l'expertise de nos conseillers et qui permet en une fois de revoir l'ensemble de ces contrats. Vincent Poirier de BDFUG est arrivé. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors comme chaque mois, on va faire un petit état des lieux, tes coups de cœur pour les dernières sorties. On commence avec, alors déjà une première chose, c'est pas des formats très traditionnels que tu nous as amenés aujourd'hui. Non, en fait la bande dessinée c'est de moins en moins le format 46 pages, Tintin, Astérix. Ça c'est dépassé ça. Dépassé non, ça existe encore évidemment, mais la bande dessinée ça peut aussi sortir de ce format-là pour nous raconter des histoires qui ont beaucoup plus de densité. Ça crée beaucoup plus de psychologie, beaucoup plus de rebondissements. On est moins dans un format aventure qui est limité. C'est dû à deux choses. C'est dû à l'arrivée et du manga et du comics, qui sont donc la bande dessinée japonaise et américaine, qui, elles, ne respectent pas du tout culturellement le format que nous, on utilise. Et donc, ça a ouvert le champ des possibles auprès des lecteurs et des éditeurs en France. Ouais. Alors, on débute avec une BD qui, je pense, plairait à mon collègue Emmanuel Jaude, passionné d'alpinisme. Aile froide, altitude 3954 de Jean-Marc Rochette, un auteur qui connaît parfaitement la montagne. Ah bah, c'est autobiographique, donc il sait de quoi il parle, clairement. Il raconte en fait sa passion pour l'alpinisme, comment elle a démarré, qu'est-ce qui s'est déclenché suite à ça, qu'est-ce que ça a pu avoir comme frisson, comme plaisir, comme peur, comme puissance aussi, tout simplement. Donc c'est un lien avec la nature, mais c'est un lien avec soi-même aussi, finalement, c'est très introspectif. Un récit comme celui-là, Jean-Marc Rochette, c'est un grand auteur de la bande dessinée. On lui doit Transpersonnage qui avait été adapté au cinéma sous le nom de Snowpiercer. Il y a Netflix qui est en train d'adapter aussi le même Transpersonnage en série télé. Mais là, il revient à quelque chose de beaucoup plus intimiste et en même temps qui, en local, je trouve, nous convient plutôt très bien. Ça se passe autour de Grenoble, mais c'est un hymne à la montagne, tout simplement ici. On voyage beaucoup dans ce livre. Alors, pas tant. Non ? Pas tant. On reste quand dans même un petit périmètre. Dans un petit périmètre, mais alors par contre, on s'en prend plein la vue, ça c'est clair. Et c'est à la fois touchant, c'est à la fois galvanisant. On a envie d'être avec lui, on le vit. On est au chaud chez soi dans notre fauteuil et on vit en même temps l'intensité d'un alpinisme libre. C'est ça, le mot libre convient plutôt très bien, je pense aussi à Aile froide. Et c'est merveilleusement raconté. Ça a été des années de travail pour avoir cet ouvrage qui est vraiment l'aboutissement, peut-être pas d'une carrière, il a encore deux, trois choses à nous offrir, mais en tout cas de son amour pour la montagne, là il nous le traduit de manière remarquable. À l'heure où on parle beaucoup de la montagne, pas forcément bien avec toutes ces avalanches, ce livre tombe à pic. Bravo, on est au sommet du jeu de mots, bravo. Je ne sais pas s'il tombe à pic, en tout cas il justifie qu'on puisse aimer passionnément la montagne, ça c'est clair. On passe à un autre style. Je me permets juste très vite parce vas-y. On a la chance juste de pouvoir rencontrer Jean-Marc Rochette prochainement dans la région. Dans un mois, le dimanche 6 mai, il y aura Sevrier BD.
Et Il sera là, présent. Il sera présent donc à Sevrier BD. Donc Tous à ceux ne pas qui veulent, rater si, pour les amateurs. Ce serait une belle occasion. On passe à un autre style, avec la suite des aventures de Tyler Cross. Oui. Alors, suite, oui et non. En fait, Tyler Cross, c'est le 3e album qui sort, mais ils ne sont pas numérotés parce qu'il n'y a pas forcément de chronologie respectée. Ce qui fait que il peut arriver n'importe quoi. On ne se dit pas, oui, de toute façon, je sais que... Il n'y a pas une règle chronologique. Non. On ne sait pas quand ça se passe par rapport aux différents albums. Par contre, à chaque fois, on est face à un polar qui est d'une noirceur terrifiante. Un personnage sans once véritablement d'humanité, encore que par moments, elle rejaillit légèrement, ce qui nous donne quand même finalement un personnage qu'on a envie de suivre. Tyler Cross, il est complètement autodidacte. C'est ni un grand bandit, ni un justicier. C'est juste un mec parfaitement couillu, j'ai envie de dire comme ça, c'est très mal dit, mais qui va donc faire des histoires, qui va foncer tête baissée au lieu de subir. Il y a un côté très Tarantino dans l'extrême violence du récit, et en même temps un dessin qui, lui, au contraire, est presque simpliste. Alors je dis presque parce qu'il y a un travail de narration visuelle qui est extraordinaire, mais c'est un dessin qui permet vraiment de faire face à cette violence, comme Tarantino justement sait le faire lui aussi, en jouant justement le décalage. Et on a un récit qui est, une fois de plus, un des meilleurs polars qui soit en BD. Alors dans cet album, on le retrouve sous le soleil de Miami, Oui. embarqué dans le monde merveilleux de la promotion immobilière, avec tout ce qui Et va le avec. blanchiment, la drogue et la totale. Donc effectivement, il va foncer là aussi tête baissée dans une histoire qui n'aurait pas dû être la sienne. Il avait déjà assez d'ennuis au préalable, mais il va s'en rajouter parce que de toute façon, il ne sait pas faire autrement. Mais il a une sorte d'ange, un petit peu gardien, qui fait qu'on a un peu confiance en ses capacités de s'en sortir dans tous les cas. Après, on verra. En quoi il est attachant, ce personnage? Il n'est pas attachant, il est fascinant. Il n'est pas attachant, on n'a pas envie d'être son ami, au contraire. Mais il est fascinant parce qu'il est brut de décoffrage et parce qu'il a des réactions qu'on ne pourrait pas avoir. Et les réactions, justement, qui lui a, vont déclencher forcément des histoires qu'on n'aurait pas su imaginer avec un autre personnage. Donc ce qui est intéressant avec Tyler Cross, c'est qu'est-ce que lui peut permettre à un récit, justement, d'envergure pour les amateurs de polar. Est-ce qu'au niveau de l'univers, on peut oser la comparaison avec Miami Vice? Alors, je vais regarder Miami Vice, promis, pour pouvoir faire la comparaison, parce que faut que je rallume ma télé. Enfin, je regarde que Lutte Mont-Blanc, c'est le problème. C'est bien déjà. Troisième bande dessinée que tu as choisi, Oui. Serena, une BD inspirée d'un roman, le roman de Ron Rash. Oui. Alors là, on est dans les années 30, aux États-Unis, avec un couple peu scrupuleux. Oui, un couple qui, en fait, on est en plein... Les États-Unis sont La Grande Dépression. sont en pleine Grande Dépression, effectivement, c'est l'horreur. D'ailleurs, ils ont aucun scrupule à renouveler leurs employés parce qu'ils meurent à tour de bras dans le travail extrêmement dur qu'ils leur donnent. Mais de toute façon, comme tout le monde crève la dalle, c'est facile de retrouver rapidement des employés à la place. Donc c'est vraiment dans un contexte terrifiant qu'on va suivre Serena. Serena, elle a ce côté absolument fascinante, une femme presque fragile visuellement, elle est frêle, elle semble presque douce, et puis ce regard terrifiant qui en dit long sur une personnalité terrifiante aussi. Et en fait, connaître Serena, c'est finalement connaître le diable en personne, incarné en tout cas par cette femme. Elle va avoir aucun scrupule pour obtenir tout ce qu'elle souhaite, qu'importe de qui, qu'importe comment. Elle est ambitieuse et déshumanisée, j'ai envie de dire, et on va suivre ça dans un contexte historique des États-Unis qui offre, je pense, un beau champ de bataille pour ce personnage. Et effectivement, c'est adapté d'un roman, un roman qui a été multiprimé, album de l'année et encore, enfin roman de l'année. Et ben, la bande dessinée n'a pas à rougir la comparaison, puisque effectivement, là, on a un travail qui est sidérant. Pour moi, un des 3 meilleurs albums depuis le début de l'année. Donc on a une grosse lecture. À l'instar du roman noir, est-ce qu'on peut parler de là de BD noire? Je ne sais pas si on peut dire ce terme. Eh ben, je pense qu'on va lancer le terme aujourd'hui. Je crois que ça y est, la BD noire vient de naître ce soir sur le plateau de la Lutte Mont-Blanc avec Serena. Ça y est. On termine avec un dernier ouvrage, Oui. Le cœur des Amazones de Christian Rossi et Géraldine Bindy. Je ne sais pas si je prononce bien, ou Bindy, Bindy. Moi, j'ai envie de dire Bindy. Mais, Bindy, on va pour Bindy. Elle nous dira ça après-demain à BD Fugue. Elle vient dédicacer avec décidément. Christian Rossi l'album. Donc, on pourra lui poser la question. Alors là, on est en pleine guerre des sexes. Oui, clairement.
clairement, mais effectivement, Les versions trash, non? le dominant n'est pas forcément celui qu'on a l'habitude de voir. Le sexe fort, tel qu'on l'appelle pour le mâle, devient complètement sous le joug des Amazones, alors à plusieurs niveaux d'ailleurs. Hein. Un niveau physique, un niveau de combat et puis un niveau même psychologique. Ici, on est dans un équilibre historico-mythologique où effectivement les Amazones prennent le dessus. C'est un peuple qui était, d'un point de vue justement littérature et mythologie, extrêmement fascinant. Alors, on connaissait Wonder Woman surtout en représentante des Amazones en bande dessinée, mais c'est vrai que là, on a un ouvrage qui est juste époustouflant. Je ne sais pas si on voit bien les planches qui passent là en ce moment, mais il y a un travail qui est absolument sidérant dans l'esthétisme du dessin de Christian Rossi, qui est le maître de bande dessinée de beaucoup de très grands auteurs actuels. C'est lui qui leur a appris toutes les ficelles du métier, et là, il nous livre un véritable chef-d'œuvre graphique. Donc tu confirmes les critiques de cet ouvrage qui sont élogieuses? Ah, mais c'est époustouflant. C'est même remarquable de se dire que la bande dessinée est capable d'offrir ça. On a un travail d'une complexité et en même temps d'une fluidité, d'une lecture absolument remarquable. Et ça, c'est Christian Rossi, mais c'est aussi effectivement Géraldine Bindi qui ont fait à eux deux un travail très fort, parce qu'il y a beaucoup de psychologie derrière. Beaucoup de psychologie, mais aussi finalement aussi un sens de l'événement qui s'égrène avec une véritable justesse. Donc on n'est pas non plus dans quelque chose qui est juste de la poudre aux yeux. On est vraiment dans un travail d'écriture en plus d'un dessin remarquable. Merci beaucoup. Avant de se quitter, un petit rappel, donc séance de dédicace et BD Fugue, Sevrier BD. Alors, Christian BD Rossi Fugue. et Géraldine Bindi, c'est après-demain, jeudi soir, jeudi après-midi à BD Fugue, effectivement. Voilà. Et c'est Christian Rochette. Entre autres, il y aura une trentaine d'auteurs qu'on va retrouver effectivement donc le premier week-end de mai, l'entre-deux-ponts. Pour Sevrier BD. Pour Sevrier BD. Exactement. Merci beaucoup, Vincent. Merci Sébastien. À bientôt. Allez, on va passer à nos invités de la semaine. Messieurs, bonjour. Alors Frédéric, vous allez vous installer, vous allez prendre un petit micro. Olivier. Il y a un petit micro derrière le... Voilà. Alors messieurs, on va parler sport avec vous. Vous êtes présents sur ce plateau pour nous parler d'une première mondiale, le White Festival, que vous avez donc présenté ce vendredi. Déjà une première question assez simple, qu'est-ce que c'est que le White Festival? Le White Festival, c'est un événement freestyle qui va être organisé donc à la Halle Olympique, qui va rayonner sur non seulement le territoire, mais aussi sur la région et la France entière, avec les 40 meilleurs riders mondiaux. Alors on va tout de suite, pour se mettre dans l'ambiance, on va regarder la bande-annonce. Voilà, on en salive déjà. Raphaël, quelle est l'origine de ce projet? L'origine, c'est Olivier et Élise qui se trouvent aussi en arrière. Ce qui nous ont approchés il y a 2 ans. Quand je dis on, j'ai pas été tout seul dans ce projet-là. Il y a Marie Martineau aussi qui est impliquée depuis le départ, qui est la marraine et qui nous a approchés avec Olivier et Élise. Et là, au Chaza, en nous approchant en disant voilà, on veut dynamiser l'Olympique qui vient d'être faite.
et avec un événement hiver avec de la neige. Et voilà, on aimerait avoir une proposition de votre part. Et on avait c'était un peu carte blanche, quoi. Hein. C'était libre cours à notre imagination. Olivier, à l'Olympique, c'est un gros coup pour l'infrastructure. Oui, c'est un gros coup. On avait déjà fait des événements sportifs avec le mondial de handball en 2017. La Coupe Davis, il y a un La mois. Coupe Davis, il y a quelques semaines. On était sur des sports plutôt classiques et on avait, comme le dit Raph, depuis des années, cette idée de créer un événement moteur sur le territoire. C'est une première pour notre agglomération de produire cet événement. Et on avait cette envie de freestyle. D'ailleurs, Élise, qui est pas loin derrière nous, avait créé il y a quelques années avec une association albertvilloise cet événement freestyle avec une ampleur différente, effectivement. Mais aujourd'hui, on a envie de créer ça et c'est avec grand plaisir qu'on parle de cet événement aujourd'hui. Alors, on a dit 40 riders, riders et rideuses, j'imagine. Oui. Comment est-ce que ça va se passer concrètement? On va pas rentrer dans le détail tout de suite. Sans tout délivrer, mais... Ouais, voilà. Donc clairement, nous a approché pour créer quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau, mais pas seulement dans le module, mais aussi dans le format. Et l'idée, c'est de prendre quelque chose qui a jamais vraiment existé et de le mettre à jour. Donc du coup, on va prendre les filles, les garçons, le ski, le snowboard, et on va certainement faire des équipes autour de ça. Ça va être un format innovant par équipe et il y aura tout autour d'un jeu de lumière. C'est-à-dire qu'on pourra valider une zone à l'autre. On va dire qu'il y a 4 zones et chaque équipe pourra gagner une zone. L'équipe qui aura gagné le plus de zones à la fin remportera l'événement. Donc il y a tout un format créatif un peu aussi autour de l'univers, pas des gamers ou quoi que ce soit, mais il y a tout un show lumière qui va être mis en place autour de cette structure qui est vraiment unique en son genre aussi. Le côté indoor, ça va rendre les choses encore plus impressionnantes. On espère, c'est une première mondiale avec cette idée de faire venir des modules 6 mètres de haut dans une halle olympique, et puis avec cette prise d'élan extérieure, avec des winches. Donc on a effectivement travaillé ce côté show à l'américaine. On arrive dans cette halle et c'est la folie dans notre salle avec 5000 personnes autour des modules. Donc 3 jours, une grosse logistique. La neige, elle vient d'où? Elle viendra d'où? La neige, elle est faite sur place. Ah. Toujours le même procédé cryogénique de neige avec de l'azote. L'azote qui est de l'air liquide, qui est un produit 100% naturel, qui est de l'air qu'on transforme en liquide pour refroidir de l'eau. On reproduit le système d'un canon à neige sous des tentes. Donc il y aura une petite partie en neige qui va être faite comme ça directement sous la structure. Il n'y aura aucune neige ramenée de l'extérieur, que ce soit de colle ou peu importe. On fait notre neige, quoi. Et puis une marraine d'exception, Marie Martineau, double vice championne olympique, qui vient de mettre un terme à sa carrière, de fort belle manière du côté de Tignes, et donc qui est là, la marraine, c'est aussi pour vous, ça vous apporte une certaine légitimité en plus. Oui, une certaine légitimité, puis c'est, comme le disait Raphaël tout à l'heure, c'est une vraie histoire. On l'a rencontré il y a 3 ans, l'été 2015, via une personne qui nous avait mis en relation avec Marie. Le feeling est passé tout de suite. Elle était intéressée pour faire un événement sur Albertville. Il y a une histoire avec les Jeux Olympiques. Elle est du territoire, de la Plagne, effectivement. Et on a eu une envie commune de créer cet événement. Donc Marie Martineau a une histoire incroyable. Elle a arrêté la compétition. Elle a eu une petite fille et puis elle est revenue au plus haut niveau. C'est une histoire passionnante et on est très 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 heureux d'avoir Marie comme marraine. L'idée, c'est de pérenniser le festival, d'en faire une date régulière? Déjà, on va faire une très bonne première édition. C'est toujours l'objectif quand on fait quelque chose de nouveau et quelque chose, justement, première mondiale qui n'a jamais été fait. On a beaucoup de paramètres qui vont être testés en amont, notamment la prise d'élan avec des winches. Donc des winches, ça sont des... Alors, c'est des treuils. Pour expliquer facilement, c'est un treuil qui donne une vitesse. Et donc, pour arriver, là, on peut le voir, les petits bonhommes en bas à gauche sur la 3D, ils sont tous... on a tout imagé avec ces winches justement qui vont sortir des tribunes un peu à l'idée d'un show FMX comme on peut le retrouver à Madrid dans une arène, quelque chose vraiment de nouveau. Donc ça va être une bonne première édition. Il va falloir faire une bonne première édition et je pense que si tous les paramètres sont réunis, il n'y a pas de raison pour pas que ça soit reconduit. Exactement. Pour terminer, on rappelle les dates? Oui. 16, 17, 18 novembre prochain à l'Olympique d'Albertville. Merci beaucoup, messieurs. Bonne continuation, puis surtout bon courage pour ce premier White Festival. Merci, vous pouvez rejoindre la régie. Merci. Quant à nous, on va se quitter. Un petit mot sur le rappel des titres du JT. On aura un reportage sur la semaine de l'industrie, un reportage de Guillaume Obléa. Et puis on parlera, j'ai un trou de mémoire pour la deuxième, donc c'est pas grave. Voilà, donc ce soir, j'ai un trou de mémoire pour le deuxième titre, c'est pas très grave. Vous retrouvez Olivia
dans quelques minutes pour le JT. On se retrouve demain donc pour une nouvelle édition d'Accès Direct. On parlera de la fondation Fassim qui valorise le patrimoine en Pays de Savoie et de la préservation de l'eau avec l'association Water Inception. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Passez une très très belle soirée.